commencer à agir, excusez-moi, avec un quiz que Marika va vous diffuser dans le chatter. Oui, alors je vous envoie un lien dans le chat. En bas de votre écran, vous avez la petite bulle conversée. Vous pouvez l'ouvrir, je vous envoie un lien. Vous pouvez cliquer dessus et c'est un petit quiz avec des questions un petit peu variées, mais qui nous permettent d'aborder 2-3 questions environnementales, histoire de donner quelques premiers exemples plus concrets. Donc, je vous laisse ouvrir le chat et cliquer sur le petit quiz et le réaliser. Est-ce que je le fais moi aussi? Tu as tout à fait le droit de le faire, Céline. Mais les gens vont voir mes réponses. Ah, eh Je vais ben, arrêter de partager mon écran quelques oui, instants. ou alors tu assumes tes erreurs. Ah oui, tout à fait, je n'ai pas Si vous avez des soucis pour ouvrir le quiz, n'hésitez pas à le dire dans le chat aussi, si vous avez des soucis techniques. On voit des visages très concentrés, donc c'est que ça doit bien se passer. Alors là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se connectent ou qui se déconnectent. Oui, je pense qu'il y en a qui ont des petits soucis. Il y a des coupures, il y en a qui partent et qui reviennent. Je ne suis pas la seule. Hmm. Là, j'interchange. Alors, je vous laisse me faire un petit pouce à l'écran si vous avez terminé le quiz pour savoir si on peut le corriger. Si vous pouvez me faire un petit pouce pour ceux qui ont la caméra allumée. Comme ça, je vois si vous avez fini. OK, il y en a qui ont fini. Ouais, tout le monde n'a pas fini manifestement. Ça y est. OK. Bon, eh ben, je pense qu'on va pouvoir passer à la petite correction. Super, il y en a qui font des pouces même virtuels. Il y en a qui maîtrisent Zoom, hein. Bravo. Je te laisse partager du coup la correction. Alors, on va juste la faire à l'oral. Allez. Pour la première question, vous deviez trouver l'intrus et le label éco-responsable et éthique qui n'existe pas. Donc, tous les labels existent, sauf un que j'ai inventé de façon totalement arbitraire, qui est Alter Camping. Ça n'existe pas, tout simplement. Par contre, les autres, Pavillon Bleu, Chouette Nature, Clé Verte, Accueil Paysan, Hôtel au Naturel, Bio Français Équitable, Plantes Bleues et Gîte Panda sont des labels qui existent à destination des agriculteurs, des éleveurs ou des hébergeurs professionnels du tourisme. Ils existent tous et ils comprennent tous une démarche environnementale et ou éthique et sociale positive. Ensuite, vous aviez la question, le management environnemental de son activité s'inscrit dans une démarche volontaire de progrès encadrée par, et c'était la norme ISO 14001. C'est toujours beaucoup de chiffres. Les deux autres normes soit n'existent pas, soit ne concernent pas du tout le management environnemental. Pour la question, quelle est la région française qui a une surface cultivée, qui a une plus grande surface biologique cultivée? Vous aviez 4 possibilités et la bonne réponse, c'est la nôtre de région. C'est la région PACA qui a, si je ne vous dis pas de bêtises, 26% des surfaces agricoles cultivées en PACA sont cultivées en agriculture biologique. 26% contre 7,5% pour la surface nationale. Donc, on est largement en avance. En région PACA, combien y a-t-il de ressourceries? Eh bien, il y en a 24.
c'est le plus grand chiffre. Et il y a un réseau régional des ressourceries qui existe et qui se coordonne sur le territoire de notre région. Il y a 24 ressourceries éparpillées partout. Si vous tapez réseau régional PACA des ressourceries, vous avez une carte pour trouver les ressourceries sur le territoire. Marika, dis-moi. Petit point technique, qu'est-ce qu'une ressourcerie? Ah, oui. C'est pas technique, ça, c'est de contenu. Alors, une ressourcerie, c'est vrai j'aurais pu préciser, mais on peut appeler ça aussi une recyclerie. C'est un endroit où on apporte du matériel qui n'est plus utilisé pour qu'il soit rénové, remis en état et revendu. L'idée, c'est la ressourcerie s'inscrit clairement dans ce qu'on appelle l'économie circulaire pour éviter les déchets ultimes. Donc, tout objet, parfois des vêtements pour les friperies ou ressourceries textiles, est remis dans le circuit et remis en circulation pour être à nouveau consommé, utilisé. Et la plupart des ressourceries fonctionnent en chantier d'insertion, donc qui sont des chantiers d'insertion professionnels. Et nous, en l'occurrence, notre association Environnement et Solidarité porte une ressourcerie sur le territoire du Briançonnais. Voilà, petite information. Pour la question vrai ou faux, les établissements recevant du public ERP doivent être équipés d'une fontaine à eau potable. Eh bien, c'était faux. C'est un petit piège, mais par contre, ça va être vrai à partir du 1er janvier 2022. Ça fait partie de la nouvelle loi anti-gaspillage et économie circulaire qui promulgue différentes mesures chaque année. Et cette mesure d'obligation de fontaine à eau dans les ERP rentrera en vigueur au 1er janvier 2022. Voilà, pour tous ceux qui participent aujourd'hui et qui sont des ERP, vous le savez maintenant. Vous pouvez vous préparer. Et enfin, petite question bonus, toujours sur l'eau. En cas d'agression ou de pollution, un fleuve ou une rivière peuvent-ils porter plainte? Et oui, ça existe en fait. Il y a des endroits dans le monde où ça existe, et notamment en Inde, puisque le fleuve Gange s'est vu doté d'une personnalité juridique. Donc les citoyens peuvent saisir le tribunal en cas de pollution chimique du Gange. Et ça vient initialement de Nouvelle-Zélande. Il y avait également une rivière qui avait une personnalité juridique. Et sachez qu'en France, en Centre-Val de Loire, il y a une discussion au sein des collectivités et avec les citoyens pour doter la Loire d'une personnalité juridique, pour pouvoir la défendre dans un tribunal en cas de pollution. Voilà, des petites questions environnementales pour se mettre un peu dans le jus. C'est bon pour moi, Célia. Je te laisse reprendre la parole. Merci, Marika, pour ces informations très intéressantes. J'ai appris moi aussi des choses. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de prendre chacun de votre côté une feuille, un crayon. Normalement, vous devriez en avoir pas trop loin. Et de prendre, on va vous donner 2-3 minutes pour réfléchir sur pourquoi vous souhaitez développer ou mettre en place des actions éco-responsables dans le cadre de votre activité professionnelle. Voilà, une petite introspection pour réfléchir sur le pourquoi aujourd'hui vous êtes là finalement et pourquoi vous voulez initier ou continuer, poursuivre votre démarche éco-responsable. Donc je vous invite vraiment à jouer le jeu, prendre un crayon et écrire vos raisons, et ça peut être intéressant ensuite, on va s'en resservir plus tard, mais aussi pour vous, votre propre réflexion. Oui, c'est super, super important parce on aborde des notions assez conceptuelles en lien avec l'éco-responsabilité. Et après la pause, on va vous montrer des actions concrètes mises en place sur notre territoire ou ailleurs, des actions éco-responsables. Et vous allez pouvoir partager les vôtres. C'est important, avant de partager ces envies-là, ces motivations-là, de savoir pourquoi on veut mettre ces actions en place. Donc là, c'est se questionner sur le sens vraiment de votre motivation.
Alors peut-être que quand vous avez fini, il y a peut-être une réaction, non, qu'on peut proposer dans les réactions possibles sur Zoom pour vous dire quand vous avez fini. Peut-être le petit pouce. Comme ça, on sait, on voit qui a fini. Il n'y a pas beaucoup de pouces pour l'instant, Célia. J'en vois 2, Ah, il y en a quelques-uns. 3, 4. Ouais, il y en a qui sont encore en pleine introspection, c'est bien. Je ne sais pas s'il reste le pouce ou s'il se... Je pense qu'il s'enlève, ouais. Il finit par disparaître, oui. On va terminer là. Vous pourrez continuer votre réflexion tout à l'heure, pendant la pause ou plus tard. Donc, je vous propose d'en terminer là. Et je vais une nouvelle fois vous partager un sondage pour que vous puissiez prendre un peu de hauteur sur ce que vous avez écrit sur votre papier, à quels enjeux globaux il se rattache. Alors, de la même manière, vous allez voir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir sur votre écran et vous pouvez cocher plusieurs réponses, il me semble, jusqu'à 3. Donc c'est peut-être un exercice pas facile, mais voilà, essayez de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez écrit sur votre feuille, vos motivations personnelles et professionnelles. À quels enjeux globaux finalement ils participent et répondent également. Alors, on n'a pas été sympa, vous pouvez cocher qu'une seule réponse. Ah, Ça pardon. complexifie un petit peu. L'idée, c'est de voir si vous avez une priorité, si vous priorisez un enjeu dans vos actions. C'est pas facile à faire. Et on aurait pu mettre aussi un champ aucun. J'ai pas de votants pour l'instant. Moi, j'en ai, Célia. Je pense qu'on a une petite interaction Ah. Zoom. Moi, j'ai 19 votants sur 24. Ah, super. Mais du coup, c'est toi qui mets fin au vote, alors je te laisse prendre Voilà. la main. Ouais. Parce que moi, j'ai 0. Alors, il y en a qui n'ont pas voté. Il y en a peut-être qui sont partis en pause ou au téléphone ou parce que j'ai 19 sur 24, ça ne bouge plus. Donc, je vais mettre fin au vote et normalement, vous allez voir les résultats s'afficher. Est-ce que vous le voyez? Ouais, je vois des oui, super. Donc, la Moi, je majorité... vois pas. Oui, toi, tu ne vois pas, mais toi, tu es animatrice, tu n'as pas le droit. Alors, du coup, la majorité de personnes a répondu préserver et protéger la biodiversité et le patrimoine naturel. On voit qu'on est bien dans des parcs. Hein. Tout le monde a cet enjeu en priorité. Après, on a contribué à un développement économique, touristique et agricole positif, limiter les pollutions de l'air et du sol et limiter le gaspillage des ressources naturelles. Voilà, c'est les principales réponses, mais biodiversité et patrimoine naturel sont en tête. Merci pour vos partages. Donc, on les avait repris là, les enjeux. Avant de faire une pause,
Euh, je voulais aussi, on voulait vous proposer, après cette réflexion individuelle, avoir une réflexion collective et avoir conscience, on en a souvent conscience quand même, mais je voulais reposer ça, de l'interdépendance de nos activités à l'échelle du territoire. Donc pour cela, j'ai pris un exemple concret. Je vous propose la gestion de l'eau. Donc vous pourrez visualiser, si vous le souhaitez, la vidéo là de 4 minutes de l'agence de l'eau. Mais voilà, l'idée c'est que en fait, chacune de nos actions n'est pas anodine et peut avoir des répercussions à l'échelle territoriale, donc à l'échelle de la région sud, et qu'on a une certaine responsabilité vis-à-vis des autres, notamment en termes de gestion de l'eau, amont-aval, et une certaine solidarité. Euh, donc voilà, c'est nous, nous on est proche des glaciers là à Briançon. L'eau, c'est pas un problème ici, il y en a beaucoup, mais c'est pas pour ça que il faut en faire n'importe quoi, la polluer, etc. Puisque derrière il y a beaucoup d'usagers et notamment des usages très diversifiés. L'eau, c'est aussi le nouvel, ce qu'on appelle l'or bleu hein, désormais. C'est une ressource, un bien commun qui a des usages très très différents. Donc à la fois agricole pour l'irrigation bien entendu, mais aussi industriel pour la production d'énergie euh, et d'autres industries qui utilisent de l'eau à grandes échelles et récréatif, tout ce qui est sport d'eau vive, la natation, etc. Donc c'est vrai que c'est une ressource où déjà, alors qu'on est dans une période euh, à l'échelle planétaire où il y a quand même beaucoup d'eau potable, d'eau douce, il y a déjà des tensions qui sont présentes avec des sécheresses l'été, des restrictions d'arrosage de la part des préfectures, des arrêtés qui sont pris, etc. Euh, je ne sais pas si tu voulais compléter là-dessus, Marika, c'est tout bon? Non, je vais rien rajouter parce que c'est d'une complexité grandiose, cette notion d'interdépendance territoriale. Mais effectivement, si on peut caricaturer un petit peu, et c'est ce qu'on essaye de symboliser, c'est que vous, au sud de PACA, vous avez besoin de notre eau, et nous, au nord de PACA, on a besoin de vos tomates. Donc, c'est un petit peu, pour caricaturer, c'est un petit peu ça. Donc voilà, avoir vraiment cette notion de solidarité en tête et d'interdépendance entre à la fois professionnels du tourisme, agriculteurs et enfin, différents professionnels présents aujourd'hui, et à la fois l'interdépendance entre la position géographique sur le territoire. Ce qui fait une très belle introduction, transition à la carte que j'ai projetée là, qui vient de la DRAF PACA, où on voit vraiment la répartition des principales productions agricoles sur le territoire. Et clairement, sur le nord du territoire, on est plus dans de l'élevage ovin, bovin, du lait, du fromage, et dans le sud de la région, production maraîchère, arboriculture, du miel également. Donc il y a aussi des échanges entre nous euh, sur le territoire. Et du coup, là, on peut s'inscrire au-delà de la ressource en eau, on peut s'inscrire dans un cercle vertueux où la surproduction euh, au nord de la région va au sud, etc. Et on peut commencer à toucher la notion d'économie circulaire. On voulait l'évoquer avec vous, où on essaie de générer le moins de déchets possible dans son activité. Donc, la notion de déchet parle beaucoup quand on parle d'un produit, mais cette notion d'économie circulaire, elle s'applique aussi quand on réfléchit à un service. En fait, c'est avoir une réflexion en termes d'analyse du cycle de vie au global. Donc, je produis un produit, je réalise un produit.
dans quelle mesure je le produis et une fois que je le vends, qu'est-ce qui se passe? Quand je les produis, j'ai peut-être généré, certains déchets. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux les transformer en ressources? Est-ce qu'il y a des partenaires pour qui, mes déchets sont des ressources finalement? Donc voilà, il y a vraiment, on assiste de plus en plus à des créations de liens comme ça entre, des, acteurs économiques, de milieux différents qui se rencontrent, qui pour, partager en fait, les ressources, les uns les autres et ainsi, générer le moins de déchets possible puisque la le le, le monde économique dans lequel, qui sur lequel on s'est construit depuis la période, industrielle est plutôt une économie linéaire où un produit a une durée de vie limitée et termine souvent en déchets. On est quand même la seule espèce vivante sur Terre qui produit des déchets et qui ne sait pas quoi en faire. Dans tous les autres, tous les autres espèces vivantes font des déchets, mais ce sont des déchets utiles qui sont réutilisés. Donc voilà, nous, nos déchets, bon, il y a le recyclage, etc. Mais une grosse part de ces déchets restent enfouis ou incinérés. Et donc la réflexion, c'est de se dire, bah voilà, j'essaie de produire le moins de déchets possible dans, quand je propose ce produit ou ce service. Donc voilà, c'était cette notion-là qu'on voulait vous amener, qui est un petit peu, qui peut paraître un peu complexe et conceptuel. Je ne sais pas si c'était quelque chose que vous aviez déjà évoqué ou dont vous aviez déjà entendu parler. Et par exemple, moi, j'avais un exemple très concret sur un produit, en fait, et qui peut parler à certains professionnels d'entre vous, les sportifs de montagne notamment. J'ai vu des sangles de yoga, donc en yoga, on se sert parfois de sangles, qui sont fabriquées à partir de cordes d'escalade usées, recyclées. Donc voilà, c'est des choses où on n'aurait pas forcément pensé, mais il y a de plus en plus de connexions qui se font comme ça dans le recyclage des produits qui n'ont plus, dont leur durée de première vie n'est plus est terminée. Donc on va faire une petite pause peut-être avant ça, si vous avez des questions-réponses ou s'il y a eu des questions, Marie, on peut en Oui. sélectionner quelques-unes. Alors, du coup, il n'y a pas de questions pour l'instant. Réactions. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Il y a juste une question. Est-ce qu'on peut avoir le contenu du webinaire après? Donc, vous aurez l'enregistrement, le replay, en espérant que ça n'ait pas coupé quand je me suis déconnectée tout à l'heure et que ça ait bien enregistré le webinaire. Mais vous aurez à la fois le replay, vous aurez le PowerPoint que Célia vous présente et vous aurez des fiches ressources aussi pour aller plus loin sur les notions d'écotourisme, d'économie circulaire, etc. Voilà, vous aurez différents supports et différentes ressources. Et donc, n'hésitez pas pendant la pause à poser des questions qu'on pourra synthétiser et reprendre après. Et moi, je vais vous partager dans le chat, si vous pouvez ouvrir le chat, un tableau partagé sur lequel je vous laisserai marquer votre nom, prénom, le nom de votre structure, le parc dans lequel vous êtes. Donc, c'est une classique feuille d'émargement pour avoir les retours sur le nombre de participants. Et puis, si vous pouvez marquer également oui ou non dans la troisième colonne pour le partage de coordonnées, parce que l'idée, c'est que là, après, on va échanger des pratiques concrètes, des actions que vous mettez en place. L'idée, c'est de pouvoir échanger les coordonnées des uns et des autres pour pouvoir se recontacter à l'avenir et échanger des bonnes pratiques. Donc, si vous êtes d'accord, marquez oui dans la troisième colonne. Et ensuite, on enverra un fichier avec les coordonnées de ceux qui ont répondu oui.
Et si vous n'êtes pas d'accord, Voilà, donc répondez. on vous propose une pause de 10 minutes. Vous avez quand même un petit peu des devoirs, mais je pense qu'en 10 minutes, vous avez le temps de remplir cette feuille et de prendre, d'aller vous dégourdir les jambes, aller aux toilettes, prendre l'air un petit peu. Et on vous retrouve à 45 du coup. Donc, bonne pause à tous et À tout après, à on vous l'heure. refait travailler. On va rattaquer en douceur du coup. Il est 46. Je pense que tout le monde n'est pas revenu. Alors, ceux qui avaient coupé leur caméra pendant la pause, vous pouvez rallumer votre caméra. Et ceux qui ne sont pas là, si vous m'entendez, n'hésitez pas à revenir, tout simplement. Je vois des fauteuils vides encore. Bon retour, j'espère que cette petite pause a fait du bien à tout le monde. Alors. Bon, on va rattaquer. Je vois des caméras qui se rallument. Super.
Très bien. Bon, on va reprendre pour ne pas prendre de retard. Célia, je te laisse peut-être juste présenter la suite parce qu'on a choisi une approche de façon un petit peu arbitraire dans le cadre de notre, on va dire notre analyse du management environnemental. Et nous, on a choisi une forme d'approche sur laquelle on va vous faire travailler. Allez, Je te laisse juste introduire la deuxième partie, Célia. pas de souci. Trop bien. Avec plaisir. Donc, on a réfléchi à comment en fait, quelle approche opérationnelle prendre, par quelle boule prendre, comment s'y mettre et quelle vision on pouvait vous proposer pour que ça colle au mieux à vos activités et que ce soit le plus concret et opérationnel possible. Donc, on a identifié plusieurs approches qui sont représentées sur ce schéma. Une approche plus méthodologique, avec un diagnostic, une phase de plan d'action, évaluation, etc., qui peut être intéressante si vous en éprouvez le besoin. Là-dessus, on va vous donner des ressources, des différentes étapes à ne pas manquer, qui pourront peut-être aider certains d'entre vous. Mais on trouvait ça un peu trop scolaire et, et encore un peu trop conceptuel. On avait aussi identifié l'approche territoriale. Justement, quand on a parlé d'économie circulaire, d'écologie industrielle territoriale, voilà, est-ce que c'était une bonne approche. Finalement, on l'a écarté aussi et on s'est dit qu'on allait privilégier aujourd'hui, puisqu'on n'avait que 2 heures et demie, hein, l'approche par thématique. Qui vous permettra peut-être d'identifier des actions dans des thématiques sur lesquelles vous souhaitez intervenir et que on s'est dit que ça allait être le plus concret possible. Dans tous les cas, tout ceci est englobé par ce qu'on appelle le management environnemental, la gestion environnementale, le fait de se mettre dans une démarche d'éco-responsabilité ou aussi ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, les normes ISO, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus transversal, le management et la gestion environnementale. Et nous, on va se focaliser sur les thématiques. Dans tous les cas, le fait de se mettre dans une démarche éco-responsable a un rôle positif sur notre activité professionnelle, puisque pour les acteurs du tourisme, il y a vraiment, je pense que vous le constatez, une sensibilité plus accrue des touristes et peut-être encore plus avec les touristes, concernant les touristes qui viennent dans des parcs naturels régionaux et nationaux. Donc, c'est aussi répondre à leurs demandes. Et pour les professionnels du secteur agricole qui produisent des choses alimentaires, il y a aussi de plus en plus de sensibilité et d'attente des consommateurs pour des produits sains, à la fois pour sa santé, mais aussi la santé de la terre et des autres. Donc voilà, on vous propose l'approche thématique de façon purement arbitraire et autoritaire ce matin. Je te laisse partager, expliquer la suite. Marika, comment on va s'y prendre? Ouais, alors je ne vais pas partager l'écran tout de suite. Par contre, ce qu'on va faire, c'est vraiment rentrer dans le vif de vos actions. Dans le chat, je vais vous partager un outil. Alors, j'espère que ça marchera pour tout le monde. Vous pouvez ouvrir le chat et je vous l'envoie. On va utiliser un tableau participatif, en fait, sur lequel vous allez chacun pouvoir agir et écrire. Et sur cet écran, donc vous pouvez cliquer sur le lien et rejoindre l'outil, le tableau participatif. Je vous remets le mot de passe si on vous le demande. Et vous allez arriver sur un écran avec un mur et des post-it. Et à ce moment-là, je vais voir s'il y en a qui arrivent. Ouais, il y en a qui sont déjà dessus.
vous allez pouvoir concrètement participer et partager avec nous ce que vous mettez en place concrètement. L'idée là, c'est vraiment de dresser un mur de vos bonnes pratiques, de vos pratiques éco-responsables. Donc, peut-être que vous êtes peu inspirés, mais je suis certaine que vous avez tous et toutes déjà des actions en place. Voilà, vous pouvez l'afficher ici. En bas de l'écran, alors 14, j'espère que les autres, ça va aller. N'hésitez pas à me mettre dans le chat vos soucis, si vous avez rencontré des soucis techniques pour rejoindre cet écran-là. Si on vous demande un pseudo, vous pouvez mettre un pseudo. C'est comme vous voulez. Vous pouvez l'inventer, vous pouvez mettre votre nom, votre structure, un peu comme vous le sentez. C'est juste pour pouvoir accéder à l'écran. On ne va pas collecter vos données, ne vous inquiétez pas. Il y a quelques étapes, effectivement, avant d'accéder à ce écran. mur. Mais je pense qu'il y a quasiment tout le monde. Je crois qu'il y a 19 participants. Ah bah, il y en a qui sont déjà au taquet, c'est parfait. Donc, vous avez un petit plus en bas de l'écran, au milieu de l'écran. Vous cliquez sur ce petit plus et là, vous choisissez votre couleur de post-it. Vous marquez votre action, ce que vous faites déjà au sein de votre exploitation agricole, de votre élevage, de votre camping, de votre gîte, avec vos clients en sortie nature. Voilà, selon votre activité professionnelle, vous marquez une action concrète que vous mettez en place et vous mettez vous cliquez sur le petit symbole envoyer, comme ça va aller sur le mur. Et nous, on peut enlever nos tests avec Célia, vu qu'il y en a qui... Marika, on a bien vu qu'il y avait eu des réactions, des questions pendant la pause et on compte y répondre là pendant ce temps-là. Et si on n'y répond pas, on les reprendra à la fin. On reviendra dessus, oui, vous inquiétez pas. Soyez rassurés, on a bien vu ça. Alors, pour l'instant, il n'y a que 2 post-it. Est-ce que les autres, vous êtes... Ah, ça y est, il y en a d'autres. Super. Alors, n'hésitez pas à entrer dans le détail. Grosse sensibilisation sur le tri des déchets. Est-ce que c'est la sensibilisation des salariés, des clients? Par quel biais? Quels moyens? Quels outils? Oui, n'hésitez pas effectivement à mettre du détail. Il y a beaucoup de participation sur les déchets pour l'instant, le tri, le compostage. Il y a la notion de vrac. Matériel d'occasion aussi pour les animaux. Les économies d'eau. Vous pouvez également, quand vous survolez les post-it, cliquez sur le post-it. Vous pouvez mettre un petit cœur quand vous aimez une action particulièrement, vos actions coup de cœur. Quand vous cliquez sur les post-it des autres. Vous pouvez aller aimer d'autres actions. Moi, c'est ce que je fais. Je suis en train d'aimer vos actions. Super, il y a des cœurs qui apparaissent, c'est magnifique. Il est beau ce mur. Il va être trop petit. Il va être petit, non. Hein? Bon, on réduit un petit peu les post-it. C'est pas que vos actions sont pas intéressantes. C'est juste pour que ça rentre. Mais c'est bien. L'idée, c'est qu'on ne voit plus les briques. Que vous ayez plein de bonnes idées. Après, il faudrait essayer peut-être de les mettre par thématique. Ouais. On pourra essayer effectivement de les classer. Mais bon, il y a des actions qui sont particulièrement transversales. Super. Des actions autour du gaspillage alimentaire. Il y a des produits labellisés. Incitation au tri. Il y a un post-it sur la mobilité. La notion de communication. Alors, il y a pas mal de post-it aussi sur la sensibilisation et la communication. C'est top. Ça, ce sera quelque chose qu'on abordera beaucoup plus la semaine prochaine. Comment communiquer et valoriser vos actions éco-responsables et comment sensibiliser vos clients ou vos consommateurs.
sur vos actions. Mais c'est magnifique. Il y en a des post-it. Vous n'hésitez pas à mettre un petit cœur en cliquant sur les post-it s'il y a des actions qui vous inspirent, qui vous plaisent. Vous pouvez regarder ce qu'ont mis les autres. Il y a pas mal de pique-nique zéro déchet aussi. Ouais, ça c'est chouette. Il y en a qui sollicitent les autres pour des idées. Je dépasse du mur. Hein. Tu dépasses du mur, oui. On pourrait agrandir le mur, mais bon, je ne sais pas. Et les pratiques de sensibilisation à la nature. Ah, les engrais chimiques. Ils sont là quand même. Enfin, l'absence plutôt. Pas d'engrais chimiques et des herbages manuels. Merveilleux. Les pains perdus aussi, hein, le pain dur. Super, bah dis donc, on va pouvoir l'agrandir ce mur. Il y a la notion de circuit court aussi, de localisme. Oui, échange paysan, j'ai vu aussi. Commande groupée. Ah, et les panneaux solaires. Ok. Eh ben, super, c'est bien. Plein d'actions. On va pouvoir trier ça et agrandir le mur, je pense. Vous aurez encore après accès à ce tableau partagé, comme ça, si vous avez envie de retourner voir les actions des autres et si vous avez envie de vous en inspirer, vous pourrez y avoir accès. Et nous de toute façon, on va tout synthétiser et on vous enverra les actions par la suite, après le webinaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Oh, il y a des nichoirs oiseaux. Ouh là là, mais ça n'arrête plus. C'est merveilleux. J'arrête de partager mon écran. Tu peux, ouais, je pense que tu peux arrêter. Je pense que personne n'était plus sur mon écran. Je pense, là, ils sont tous sur le mur. Super. Bon, et ben c'est moi qui vais repartager mon écran. Et puis, si par la suite, vous avez encore des envies de partage, vous avez envie de mettre d'autres post-it, vous pourrez revenir sur ce lien-là. L'idée là, c'est qu'autour du mur, vous avez peut-être vu, il y a les thématiques qu'on a choisies. Et on va survoler chacune de ces thématiques et mettre en avant certaines bonnes pratiques que nous avons identifiées de notre côté, avec parfois des petits outils pour vous aider à vous lancer. Ouais, on avait choisi un peu de façon aléatoire des actions types dans différentes thématiques. Bien sûr, du coup, il y en a que vous mettez déjà en place. Il y en a dont on va parler que j'ai vu sur le mur, donc c'est parfait. Et l'idée, là, c'est de donner des idées nouvelles, compléter les vôtres. Bien sûr, c'est assez limité parce qu'il y a une quantité d'actions possibles dans tous ces domaines-là. C'est juste quelques illustrations pour vous donner une nouvelle piste d'action. Alors, c'est moi qui vais partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui, c'est tout bon. Ouais. On voit le klaxon. On voit le board. Ok, super. Avec tous ces beaux post-it et toutes ces belles actions. Donc, l'idée, là, c'est voilà, par thématique, vu qu'on a choisi une approche thématique, de zoomer un peu sur des actions concrètes qu'on peut mettre en place en fonction des thématiques. Hop.
Et on vous a aussi mis quelques petites ressources. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, évidemment, mais on vous a également mis des ressources pour que vous pourrez aller creuser plus tard. Du coup, si on fait un petit zoom sur l'eau, vous avez beaucoup parlé de l'importance pour vous de préserver la biodiversité et le patrimoine naturel tout à l'heure. Au cœur de cette biodiversité et de ce patrimoine naturel, il y a bien sûr la ressource en eau. Donc là, on vous a proposé quelques grandes pistes d'action. Donc soit c'est des actions assez larges qui englobent des sous-actions, soit c'est des actions plus précises. À vous après de vous approprier ça dans votre activité professionnelle. Mais l'enjeu autour de l'eau, c'est de préserver des corridors écologiques et notamment de favoriser l'ancrage des trames vertes et bleues. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On ne va pas rentrer dans le détail. On vous a mis ici une petite ressource sur la trame verte et bleue sur le site du gouvernement et sur son ancrage dans votre activité. L'installation dans votre activité, que vous soyez acteur du tourisme ou agriculteur, la mise en place de mares, de haies, de jachères et de zones humides va permettre de recréer les biotopes et de préserver les espèces faunistiques et floristiques qui se développent uniquement dans les zones humides et qui sont favorisées par la présence d'humidité. La pratique d'une agriculture biologique et raisonnée, c'est une action un petit peu vague, vous l'aurez bien compris, mais qui bien sûr sous-entend plein de sous-actions comme l'utilisation d'engrais naturels, de purins, etc. Et de la lutte contre les intrants chimiques pour favoriser la santé du sol, nourrir le sol et accueillir la biodiversité. Les éco-gestes, alors ça a été cité dans le chat. Les éco-gestes autour de l'eau, c'est toutes les petites installations que vous pouvez mettre en place au sein de votre établissement, comme les aérateurs et les mousseurs qui ont été cités tout à l'heure dans le chat, qui permettent de faire des économies d'eau, qui injectent de l'air dans votre robinet, histoire de moins consommer d'eau. Un petit matériel pas cher du tout qui permet de faire de grandes économies. La récupération d'eau de pluie, peut-être que certains d'entre vous... Pardon, Célia. Ouais, à ce sujet, il y a Franck qui a répondu à Claire par rapport à sa question sur la robinetterie, et notamment la robinetterie gratuite. Donc, témoignage de Franck qui a eu l'occasion de tester et a réussi à obtenir pour 47 gîtes 200 réducteurs à installer sur les robinets et 100 pommeaux de douche gratuitement. À voir si en termes d'économie d'eau, ça s'est ensuite senti dans la consommation et sur la facture. Je pense qu'à cette échelle, oui. Et sur les éco-gestes, donc il y a le petit matériel hydroéconome, mais il y a aussi tous les éco-gestes que nous, on doit s'appliquer. Ne pas laisser couler l'eau trop longtemps quand on se savonne les mains, par exemple. Effectivement, mettre des des sabliers dans la douche pour inciter à couper l'eau quand on se savonne. Voilà, c'est aussi une question comportementale individuelle. C'est ça aussi qui est un petit peu compliqué puisque vous ne pouvez pas imposer à vos clients visiteurs d'adopter ces gestes, mais peut-être par des outils de communication, des petites choses qui peuvent leur faire penser que il faut qu'ils utilisent avec parcimonie et de manière raisonnable l'eau. Ouais, ça, ce sera peut-être plus creusé aussi. La semaine prochaine, la façon de communiquer sur ces actions-là et de sensibiliser les clients. Effectivement, le sablier mis à côté d'une petite affiche de sensibilisation autour de l'eau dans les douches, c'est assez rigolo. Ça amuse beaucoup les personnes, généralement, d'avoir ce petit sablier qui dure 5 minutes. C'est pas rien pour une douche, c'est beaucoup. Mais voilà, généralement, ça marche bien. Ça amuse beaucoup les personnes, les clients. Du coup, on vous a mis quelques petits exemples d'éco-gestes et de démarches éco-responsables autour de l'eau. Je vais prendre un ou deux exemples, on ne va pas s'attarder, vous pourrez retourner fouiller. Là, j'ai cité un camping qui est dans le Luberon. Je triche un peu parce que j'y suis allée, donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis. En fait, ce camping-là, il a mis en place une piscine naturelle donc il n'y a pas de produits chimiques
dans le traitement de l'eau, il n'y a pas de chlore qui est utilisé. Par contre, il y a un filtrage naturel grâce au travail d'absorption du gaz carbonique par des plantes. Il y a un bassin pour se baigner et un bassin avec des plantes qui absorbent le gaz carbonique et qui permet de réoxygéner l'eau. Donc voilà, c'est très esthétique et je ne sais pas si vous voyez bien. Non, ça coupe un peu, mais c'est très esthétique, c'est naturel et ça permet de recréer un écosystème faunistique, floristique. Les espèces faunistiques et floristiques reviennent du coup dans ces espaces-là parce qu'il n'y a pas de traitement chimique. Et donc là, en l'occurrence, c'est Bionova qui propose ces piscines-là. Ils créent toute une atmosphère, toute une ambiance. On se croirait vraiment autour d'un petit étang. Et voilà, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'odeur de vase ou n'importe, parce que les plantes font leur travail de nettoyage. Alors, je n'arrive pas à retourner sur mon klaxon. Hop. Voilà, ça c'est un petit exemple pour mettre en place la piscine naturelle dans un gîte, un camping. Ici, autour de l'eau, c'est un autre exemple. Alors, c'est une vidéo, je ne vais pas vous la lancer parce qu'on va manquer de temps, mais c'est comment, donc là, pareil, si on a un jardin autour de son gîte ou si on est agriculteur, c'est comment mettre en place des baissières. Donc, ce sont des tranchées qui sont creusées sur un terrain en pente qui permet de retenir l'eau. Là, dans cette vidéo, c'est l'exemple est donné à Nice parce que les pluies sont rares mais abondantes. Donc, l'idée, c'est quand il y a ces pluies abondantes de pouvoir stocker l'eau. Donc, vous pourrez regarder, ça explique comment la baissière est réalisée avec un niveau égyptien sur un terrain en pente. Et quand il y a des pluies, au moins, l'eau est retenue sur toute la longueur du terrain. Il n'y a pas d'écoulement sur la pente. Donc là, en l'occurrence, ils ont créé une baissière et en amont de la baissière, ils ont créé une petite mare. Et quand la petite mare déborde, quand la petite mare est pleine, elle déborde et l'eau file dans les baissières et sont stockées tout au long du terrain. Et sur ce terrain-là, vous le voyez un peu sur l'image, il y a des petites buttes du coup qui ont été créées grâce aux baissières creusées. La terre récupérée à l'intérieur des baissières a servi à la création de buttes. Et sur ces buttes, ils ont mis tout un tas d'espèces en plus qui viennent nourrir, azoter le sol, comme des fèves. Ils ont mis des fèves un petit peu partout. Donc voilà, je vous laisserai regarder cette petite vidéo qui n'est pas très longue et qui explique comment faire une baissière sur son terrain et des buttes et une petite mare. Très rapidement aussi, on a mis un lien vers des formations que propose le parc du Luberon. Alors, je crois que c'était une Magali qui faisait ces formations-là, qui animait ces formations-là, en tout cas. Je ne sais pas si Magali veut rapidement prendre la parole pour parler de ces formations, parce que le parc du Luberon propose des ressources et de la documentation pédagogique autour des ressources en eau. Et en plus, il propose des formations autour de la ressource en eau. Je crois que Magali voulait aborder ces formations. Est-ce que vous m'entendez? C'est Laure. Oui, Laure, on Oui, vous ça y entend est. cette fois. Ouais, cette fois-ci. Vraiment désolée pour tout à l'heure, mais j'ai Aucun eu un problème. souci. Magali n'était pas disponible pour suivre la première session d'aujourd'hui. Elle sera là la semaine prochaine. Mais effectivement, elle anime dans le cadre du parc du Luberon ces sessions de formation. Enfin, elle coordonne et c'est un prestataire extérieur qui anime ces sessions. Elles ont été réalisées les années précédentes et c'est des formations à destination des hébergeurs et des entreprises touristiques pour faire des économies d'eau. Donc, il y a un volet plutôt théorique en matinée pour comprendre aussi un peu la question de l'eau qui est fragile, comme vous le disiez tout à l'heure, sur nos territoires et comment s'achemine l'eau. Et ensuite, il y a une après-midi qui est plus pratique sur place. En général, les formations sont organisées chez des hébergeurs ou des structures qui mettent en place déjà des actions pour les économies d'eau. Et on regarde pratiquement comment on installe du matériel, comment on installe des mousseurs, comment on mesure un débit. Donc, il y a une partie assez concrète. Et c'est un programme qui est financé au niveau régional. C'est un programme qui s'appelle Économisons l'eau, chaque goutte compte, comme vous le voyez à l'écran. Voilà ce que je peux vous en dire de manière synthétique. Là, effectivement, c'est à destination des professionnels qui travaillent qui sont sur le parc, qui résident sur le parc du Luberon, mais il y a peut-être d'autres territoires aussi qui mettent en place cette démarche. Voilà.
Merci Laure pour ces précisions. Peut-être que Magali voudra intervenir sur le sujet la semaine prochaine. Merci pour ce partage. Pour continuer, alors on ne va pas reprendre d'autres exemples pour l'eau. Ici, vous avez des ressources du coup sur la trame verte et bleue et la conservation de corridors écologiques. Vous avez aussi une ressource vers le collectif agroécologie. Et puis là, ce sont des vignettes illustrées, une sorte d'infographie des bonnes pratiques pour adopter une démarche agroécologique. Voilà. Ça, c'est pour l'eau, quelques exemples d'actions. Ensuite, on va faire un petit zoom sur les déchets. Donc, il y a pas mal de participants aujourd'hui qui ont partagé des actions autour des déchets. Donc, vous êtes déjà des professionnels du zéro déchet, j'ai l'impression. On ne va pas s'attarder non plus. On vous a mis quelques petits exemples d'actions. Donc, la mise en place du tri, du compostage et du paillage. En sous-exemple, on vous a mis le bokashi, qui est un seau avec activateur de compost que vous pouvez mettre dans votre restaurant, dans votre cuisine, et qui est plus petit qu'un composteur, et avec du son à bokashi qu'on achète. La décomposition des biodéchets est beaucoup plus rapide, donc c'est plus pratique dans un restaurant ou dans un gîte avec un bokashi. C'est un peu les mêmes avantages qu'un lombricomposteur. En intérieur ou en cuisine, c'est très pratique. La réduction du gaspillage alimentaire, donc ça, c'est vos capacités et au sein de vos réseaux, la capacité à mettre en place un réseau de dons pour les éleveurs, pour les agriculteurs. Je vous montrerai un exemple après. L'achat en gros et en vrac, pas mal d'entre vous l'ont cité, le vrac. Une action qui se met de plus en plus en place et grâce à des réseaux beaucoup plus fonctionnels, cette action est facilitée sur tout le territoire de PACA. Pour rebondir, Marika, sur la réduction du gaspillage alimentaire, Ouais. avant de donner aux animaux, on peut aussi utiliser les restes. Il y a pas mal de recettes maintenant sympas et faciles d'accès pour comment utiliser ces restes et par exemple cuisiner les fans de carottes, les fans de radis, tout ça sont des déchets peut-être qu'on n'avait pas pensé à incorporer dans sa cuisine, mais voilà, il faut se dire que quand on a un légume, presque tout est consommable sous diverses manières. Et ça fait écho à un témoignage qu'il y a eu dans le chatter, je ne sais pas si tout le monde a vu, mais d'une personne qui avait suivi une formation de pâtisserie, il me semble, voilà, et à l'heure de laquelle il y a eu un gros volet sur l'utilisation des restes dans les desserts. Et effectivement, la personne qui témoigne dit que ça développe vraiment la créativité et ça pousse à l'inventivité pour réutiliser les restes ou voilà. Je voulais faire ce petit parallèle pour Merci valoriser ce témoignage. Oui, effectivement, il y a de plus en plus de formations et de livres de recettes et de ressources autour de la cuisine zéro déchet. Effectivement. Toujours en action concrète autour de la réduction des déchets. On a cité l'utilisation de matériaux et produits naturels, locaux, recyclés ou recyclables pour le bâtiment, donc tout ce qui est éco-construction. Tout ce qui est éco-construction, c'est un petit peu vague, hein mais ça fait partie des actions concrètes à mettre en place. Des outils de sensibilisation, il y en a beaucoup qui l'ont cité. Ça, effectivement, les déchets, c'est une très bonne base pour se lancer dans la sensibilisation, l'affichage auprès de ses clients. Et on a cité également la démarche zéro déchet dans le cadre des pique-niques ou des sorties nature. Et d'ailleurs, vous avez un petit exemple ici. Ça, c'est dans le cadre c'est proposé par l'association des gîtes et refuges du Kéra qui a mis en place, c'était en 2018, un système de pique-nique zéro déchet où les randonneurs qui allaient d'un gîte à l'autre utilisaient toujours leur même petite boîte
pour mettre les salades, etc., d'un refuge à l'autre. Donc, c'est une démarche qui a été accompagnée par le syndicat mixte qui gère les ordures ménagères sur le Guillestroy-Queyras. Voilà, ça, c'est une pratique, les pique-niques zéro déchet avec contenants réutilisables qui est de plus en plus pratiquée au sein des parcs nationaux comme régionaux. D'ailleurs, il y a eu des post-it à ce propos. Il me semble que j'ai vu passer un post-it pique-nique zéro déchet. Et il y a aussi des petits déjeuners zéro déchet maintenant. Oui, qui ne sont pas là, qui sont dans une autre thématique, mais qu'on pourra citer aussi. Pour les outils de sensibilisation, on vous a partagé un grand classique aussi. Donc ça, c'est plutôt des ressources soit achetées, soit imprimées. Elles sont aussi disponibles en ligne. Si on fait rapidement un petit tour, c'est des très bonnes infographies, très bonnes ressources pour sensibiliser vos clients ou vos consommateurs à destination à la fois des enfants. Vous voyez, il y a un petit guide pour les enfants, mais aussi des adultes. Voilà, pour adopter une démarche zéro déchet au quotidien, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, avec des recettes pour des cosmétiques ou produits d'entretien naturel et zéro déchet, des recettes de pâte à modeler. Enfin, voilà, il y a plein de... Ici, c'est des ressources soit retrouvées en ligne, version numérique, soit achetées pour vous et vos clients. C'est un grand classique du zéro. Sans culpabiliser. Sensibiliser sans culpabiliser, exactement. Voilà, tout à l'heure, on parlait de réduction du gaspillage alimentaire, de compostage aussi. Alors, ça, c'est Ampaka en plus. Vous devez certainement connaître. C'est une association qui a été créée afin d'aller récupérer les biodéchets des restaurateurs de Marseille pour aller les redistribuer et les donner aux agriculteurs des Bouches-du-Rhône. Voilà, ça, c'est une petite ressource aussi à creuser. Vous pouvez essayer de les contacter pour voir comment ils se sont mis en place. Voilà. Eux, ils vont collecter régulièrement les biodéchets des restaurateurs. Donc, on est vraiment dans cette économie circulaire où les restaurateurs et leurs déchets servent à l'agriculture locale par la suite. Hop. Ici, on vous a mis en ressource le réseau VRAC, la cartographie du réseau VRAC en France. Donc, c'est une cartographie énorme avec plein d'épiceries en vrac où vous pouvez vous fournir. Et ici, alors il y a plein d'exemples pour chez les Loubata, mais là, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est l'aire de compostage qu'ils ont mis en place, qui est à la fois une aire de compostage à l'écart, donc qui permet aussi de traiter le compost à l'écart des zones d'hébergement, et qui est aussi une aire pédagogique. Donc voilà, c'est comment allier le zéro déchet et la pédagogie. Il y a des animations autour de leur aire de compostage qui est vraiment à part. Il y a plein d'autres exemples sur ce site-là, vous pourrez aller voir. Donc voilà pour les déchets, quelques exemples. Pour la mobilité, l'enjeu de la mobilité, il n'est pas évident pour tout le monde. On vous a mis quelques petits exemples qui sont à la fois autour d'actions en faveur de la mobilité douce et durable, mais aussi des actions en faveur de l'inclusion sociale. Vous avez bien vu avec Célia tout à l'heure les 3 piliers du développement durable qui sont qui intègrent à la fois l'environnement, l'humain et l'économie. Et là, on est vraiment à l'intersection de tous ces piliers-là, puisque la notion de mobilité inclusive et accessible pour les personnes aussi en situation de handicap est fondamentale. Il n'y a pas qu'une approche, environnementale. Donc là, c'est le cas, c'est un exemple à la fois d'approche environnementale et d'inclusion sociale, vu que cette association qui est dans l'Aisne, donc c'est pas sur notre territoire, propose une petite joëlette à assistance électrique en location. Donc les hébergeurs peuvent faire appel à cette association pour louer cet outil de mobilité douce pour rendre accessibles les activités de pleine nature aux personnes en situation de handicap. Voilà, ça permet d'ouvrir la nature à toute forme de mobilité. Et même des joëlettes non assistées électriquement. Oui. On peut développer des sorties nature où on propose une joëlette pour permettre à une personne à mobilité réduite de pouvoir profiter de la randonnée. Et il faut juste recruter dans les randonneurs du groupe quelques motivés. Et adapter peut-être l'itinéraire. Dans la même optique, il y a
Ferme Léonie, qui est, je crois, dans le nord-est, qui met à disposition aussi du matériel pour favoriser la mobilité douce aux personnes en situation pour rendre accessible la mobilité douce aux personnes en situation de handicap. Voilà, c'est un petit peu le même principe que l'autre exemple qu'on vient de vous montrer. Et puis, il y a un autre site touristique qui travaille sur la mobilité douce. Ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en place ou pas. Tout dépend où est-ce qu'on se situe en PACA et où est-ce qu'on se situe par rapport aux gares aussi. Mais ce site-là donne la possibilité aux clients de se déplacer uniquement à pied ou à vélo parce qu'ils proposent les propriétaires de ce site-là proposent d'aller chercher à la gare et ensuite de mettre à disposition gratuitement du matériel pour des vélos et tout le matériel qui va avec. Donc voilà, c'est pas inintéressant de proposer du covoiturage pour aller chercher les personnes à la gare ou aux plateformes multimodales environnantes pour ensuite leur mettre à disposition des outils et du matériel de mobilité douce sur leur site touristique. Vous aurez toutes ces ressources. On va un petit peu vite, mais ne vous inquiétez pas, vous les aurez si vous voulez aller recreuser ces sites-là. Sur l'alimentation, alors, on a mis en grand exemple, on a cité 4 grands exemples d'actions. Bien sûr, sur l'alimentation, il y a encore bien d'autres choses qui sont possibles. Vous vous en doutez, on a dû sélectionner un petit peu. On vous a partagé l'idée des semences anciennes et des graines bio. La mise en place de pratiques agroécologiques, alors là, ça englobe tout un tas d'actions, évidemment, la polyculture, la diversification végétale, le compagnonnage, les remèdes naturels, l'irrigation optimisée, le paillage, dont on a déjà parlé, et la rotation des cultures. Le développement des circuits courts aussi, en réduisant les intermédiaires, et la valorisation des produits issus du commerce équitable, à la fois nord-sud, mais aussi nord-nord. Sur ce dernier point-là, on a cité la coopérative Univers, qui est une coopérative de maraîchers du Gard, qui propose la fourniture uniquement locale, fourniture alimentaire uniquement locale. Ils ne font pas appel à l'importation et en plus, ils sont véritablement dans une démarche outre qu'environnementale, une démarche aussi éthique et équitable, puisqu'ils assurent notamment l'équité des salaires entre les hommes et les femmes dans leur coopérative. Et ils s'assurent d'une juste rémunération des maraîchers membres de cette coopérative. Donc là, on est vraiment sur une coopérative de commerce équitable nord-nord et locale. Donc, c'est coopérative Univers, si vous voulez aller creuser ce qu'ils font. Là, on vous a partagé aussi une cartographie des circuits courts. Donc, pareil, elle est assez costaude, celle-ci, comme les épiceries vrac, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les ventes en circuit court et les lieux de vente en direct, que ce soit vente à la ferme, via une AMAP, sur un marché. Donc, cette carte, elle vous permet de vous inscrire, vous, si vous êtes producteur, maraîcher, éleveur, sur cette carte et de vous rendre visible. Mais aussi, si vous êtes hébergeur, de vous fournir. Pour rappel, une vente en circuit court, c'est un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Donc, ça comprend la vente à la ferme, puisque c'est direct, et ça comprend tout ce qui est effectivement AMAP, coopérative. Voilà, circuit court, c'est maximum un intermédiaire pour éviter les frais financiers annexes, mais ça ne veut pas forcément dire local. Oui, c'est vrai. Merci pour cette précision, Célia. Ça peut être quelque chose d'importé de très loin, mais où il n'y a qu'un intermédiaire. On parlera quand même de circuit court. Bon, en général, c'est quand même plutôt local. Oui, c'est plus pratique. Ne pas confondre. Ouais. Merci pour la précision, Célia. Toujours dans une démarche alimentaire durable, j'avais pris un exemple d'une auberge, d'un gîte qui propose des produits maison. Ouais, on ne l'a pas mis dans les actions concrètes, mais le fait maison, bien sûr, est une des démarches typiques éco-responsables. Donc là, ils proposent des confitures et des yaourts qu'ils font sur place, qu'ils font maison avec des graines et légumineuses.
Donc ça, c'est quelque chose, mais c'est plus par rapport à la session de la semaine prochaine qui, en plus, est un outil de valorisation de leur site via les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est généralement très apprécié, cette notion de vrac, de fait maison. Peut-être qu'il y en a qui font déjà beaucoup de produits maison, je ne sais pas, je n'ai pas vu sur le mur d'expression. Là, c'était un exemple de restaurant qui est labellisé, parce que je ne sais pas si vous connaissez ce label qui est assez complet. Donc, c'est un exemple d'un restaurant dans le sud de PACA qui propose à la fois d'une alimentation zéro déchet grâce au doggy bag, des menus végétariens, des menus bio, locaux, etc. Et du coup, qui est labellisé Green Food. Je ne sais pas si vous connaissez ce label. Je vais aller sur la page d'accueil. Vous pourrez aller fouiller aussi. C'est un label qui est assez complet, que n'importe quel restaurateur peut obtenir s'il répond à plusieurs critères. Donc, il y a 6 critères, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'ils sont là? Vous pourrez aller creuser cette notion. Voilà. Là, il y a les différents critères de la charte Green Food à laquelle vous pouvez adhérer et vous pouvez être labellisé Green Food si vous répondez à ces différents critères-là. C'est très, très complet. Il y a à la fois les aspects, le volet énergétique, le volet déchets, le volet alimentaire, agricole. Voilà. Je vous laisserai aller fouiller et pourquoi pas vous faire labelliser Green Food. Sans se faire labelliser, c'est déjà une source d'inspiration. Voilà, des différents types d'actions sur le site de Green Food. Vous avez différents restaurants qui sont listés, les restaurants labellisés. On voit quelques exemples d'actions qu'ils mettent en place, des menus. Voilà, ça peut vous inspirer, ça peut également vous inspirer. Et puis, on va finir sur la santé. Donc, pareil, la santé, c'est particulièrement transversal. Donc, on n'a mis que quelques exemples. Bien sûr, dans la réduction d'intrants chimiques dans l'agriculture et l'alimentation, on retrouve la notion de santé. Voilà, on vous l'a mis ici, suppression des pesticides et engrais chimiques. Ici, je vous ai mis une petite vidéo qui l'illustre. On ne va pas la regarder non plus pour l'instant. Je vous invite à la regarder. Elle est vraiment intéressante. Il y a le témoignage de 2 agriculteurs qui utilisent la fermentation de plantes pour protéger leur culture. Il me semble, je l'avais noté, donc il y a notamment une recette d'infusion d'origan. L'origan est cultivé sur place, sur la parcelle cultivée, et cueilli et fermenté pour créer un biostimulant et protéger les plantes du froid. Donc voilà, vous avez des petites recettes en fait d'extraits naturels, d'extraits végétaux pour contourner et être une alternative aux intrants chimiques. Elle est très, très bien faite, elle est courte et il y a des bons petits exemples. Ici, on vous a mis également un lien vers les différents labels. Je ne sais pas si on peut regarder rapidement. Ce qui se cache en fait derrière les différents labels et c'est un résumé des différents cahiers des charges. J'ai vu sur le mur d'expression que beaucoup utilisent déjà des produits écolabellisés. Ici, vous avez les différents grands labels qu'on peut retrouver pour les produits d'entretien et les produits d'hygiène avec voilà, les critères qui sont compris dans le cahier des charges. Ça vous aidera peut-être à faire une sélection des produits en fonction de leur label. Et plus bas sur le site, il y a une description de chaque label, il me semble. Ah oui, voilà, effectivement. Voilà, ça résume un peu les cahiers des charges qui sont souvent très, très pointus et complexes. On assiste à une superposition des labels. C'est vrai que c'est difficile parfois de s'y retrouver. L'ADEME fait de très bons guides pour s'y retrouver dans tous ces logos, dans tous ces labels. Parce qu'il y a aussi des faux labels. Et il y a des labels reconnus et des labels non reconnus. Un peu compliqué, mais... Des labels auto-déclarés, effectivement. Ouais. Ici, je vous ai mis des petits exemples très concrets aussi de démarches sanitairement positives et aussi zéro déchet. Donc là, ça va faire écho à des personnes qui ont participé au mur, parce que j'ai vu savon artisanal tout à l'heure sur le mur d'expression. Effectivement, ça s'inscrit aussi dans une démarche à la fois sanitairement positive, mais aussi d'économie circulaire, où de plus en plus de gîtes, auberges, hôtels font appel à des artisans locaux pour se fournir en produits d'hygiène.
Donc, il y en a qui mettent déjà ça en place. Donc, la maison zéro, je ne sais plus si elle est dans la Drôme ou je sais plus. Ils mettent, c'est vraiment un site touristique zéro déchet qui est dans une démarche très poussée du zéro déchet. Là aussi, on le voit. Ils proposent aussi des ateliers zéro déchet. On retrouve le petit guide que je vous montrais tout à l'heure pour fabriquer les cosmétiques et produits d'entretien avec des produits naturels. Et puis, on a le petit-déj et le repas d'accueil zéro déchet avec des bouteilles en verre, des produits réutilisables, pas d'éponge, mais une brosse, des tawashi. Je ne sais pas si vous connaissez les tawashi. Ils font aussi des ateliers tawashi. C'est des éponges écologiques faites sur un petit métier à tisser en bois avec des chaussettes et des leggings récupérés, propres, je précise. Toujours préciser. C'est peur aux gens sinon. Voilà, donc là, c'est des démarches à la fois zéro déchet et qui protègent la santé parce qu'on limite les emballages plastiques. Et puis, voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. On peut faire un petit point sur les questions et les remarques qu'il y a eu dans le chat lors de la pause et puis depuis qu'on fait le tour des thématiques. Donc il y avait cette histoire du petit matériel hydroéconome, de la qualité des économies d'eau effectivement réalisées. Donc là-dessus, il y a Franck, je crois, qui s'est positionné comme personne ressource. Et une personne a également mentionné le fait que des ampoules LED il était parfois possible d'en avoir des gratuites. Donc de la même manière, là, nous là-dessus, on peut vous fournir pas mal de ressources et documentation sur la différence entre Lumen, Kelvin, etc. Quel type de puissance mettre dans quelle pièce pour que l'éclairage soit le plus adapté et efficace possible. Sur le bokashi, ça a interpellé également, donc on vous donnera des informations plus pratico-pratiques par rapport à un lombricomposteur qu'est-ce qui les plus, les moins de chaque technique pour pouvoir installer ça dans sa cuisine. A été évoqué également le fait de privilégier des produits de saison. Ça nous semblait évident, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le fait maison, les doggy bags également pour les restaurateurs qui peuvent proposer un doggy bag lorsque l'assiette n'est pas terminée. Par rapport à la Joëlette, le Parc national des écrins le met à disposition une Joëlette pour les personnes, les professionnels qui le souhaitent. Donc il y a un lien qui a été mis également, qu'on reprendra dans la fiche ressources qu'on vous transmettra. Et ensuite, il y avait 2-3 commentaires plus globaux. Donc la demande d'une application pour mesurer l'impact des actions. L'exemple qui était pris, c'était est-ce que je choisis des alaises jetables ou des alaises lavables? Donc, qu'est-ce qui est le plus écologique, économiquement aussi, enfin économique, voilà, voir comparer tout ça. Donc, nous, comme outil, il y a un outil de l'ADEME, il y a la calculette, comment elle s'appelle? L'éco-calculette. Je ne sais plus, elle s'appelle plus comme ça peut-être. Il me semble. C'est ça. Ouais. Mais, je ne sais pas si ça s'applique sur des. On fouillera, mais à ma connaissance, j'ai pas d'application où vraiment au cas par cas quoi. Après, c'est fouiller, voir des études, s'il y a des études d'analyse de cycle de vie qui ont été réalisées ou pas. Donc on fouillera ça et on essaiera de vous donner le plus d'outils possible. Une personne qui était un peu en injonction paradoxale, nous le sommes tous, entre le fait d'avoir un site naturel exceptionnel à proximité de son hébergement ou de son lieu d'accueil et donc le proposer aux touristes qui viennent, mais en même temps, la fréquentation de ce lieu le dégrade. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Là-dessus, j'ai pas vraiment de réponse à donner. Peut-être essayer de limiter le nombre de personnes et peut-être l'endroit où les personnes, pour
qu'elle piétine le moins possible le lieu. Je ne sais pas si c'est possible. On a également la situation sanitaire est pas. Le Covid n'est clairement pas éco-responsable, hein, il ne pousse pas à l'éco-responsabilité. On le voit déjà avec les masques, que les masques lavables sont plus trop préconisés. Donc c'est vrai que c'est compliqué à ce niveau-là, d'autant que les recommandations n'arrêtent pas de changer. Et il y a eu d'autres. Ouais. Ok, il y a eu d'autres références, d'autres démarches inspirantes. Merci Laure. Et effectivement, une Elisabeth qui propose pour